Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau virtuel de Tazuri. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Kamal Ammari, analyste politique, et M. Rabah Moula, blogueur et militant politique. Bonjour à vous. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler sur... bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur comment faire aboutir la révolution de février. Alors que les Algériens, depuis février, battent le pavé pour au début revendiquer la non-participation de Bouteflika pour son 5e mandat, pour les élections de 5e mandat. Et par la suite, ça a pris une dimension un peu révolutionnaire pour revendiquer le départ de tout le système. Donc, j'aimerais commencer par une question un peu basique, mais certainement trop philosophique. Je vais commencer avec Rabah Moula. Monsieur Rabah Moula, comment vous définissez le Hirak, la révolution du 22 février? Est-ce que c'est une révolution pour vous ou un mouvement citoyen? Comment vous le définissez? Ça peut être les deux. Donc, c'est un extraordinaire mouvement populaire qui, comme vous le dites, vous venez de le dire, a évolué à travers les semaines, a pris goût donc, à faire la révolution. Il a démarré sur le rejet massif, humiliant, je dirais, au niveau international du 5e mandat de Bouteflika. Mais en quelques semaines, donc, il a obtenu le départ de l'ancien président algérien. Il a pris goût, comme vous le dites si bien, il s'est redéployé pour revendiquer le départ de tout le système à travers le mot d'ordre de Itna Haouga. Est-ce que maintenant c'est une révolution? Moi, je définirais la révolution comme un mouvement qui vise un renversement du régime en place et son remplacement par un autre régime. Ça veut dire que le Hirak, s'il était vraiment une révolution, ou s'il l'était déjà, peut-être qu'il va le devenir, il s'offrirait comme une alternative au régime. Or, il faut constater que le Hirak n'est pas encore structuré pour prendre le pouvoir. Donc, je le considère plutôt comme un mouvement radical de transformation de la société, de transformation du régime. Il fait pression sur le pouvoir pour obtenir le départ du régime, mais ce n'est pas encore une révolution parce que le pouvoir n'a pas encore en face une force, une alternative qui est prête à prendre le pouvoir si jamais il cédait, si jamais on obtenait le départ du régime. Monsieur Kamal, très bien, Monsieur Ammari. Monsieur Moula, on va revenir vers certains points que vous avez touchés maintenant. Monsieur Kamal, quel est pour vous le Hirak ou la révolution du 22 février? Une révolution ou un mouvement citoyen? Moi, personnellement, je considère que au départ, si on regarde l'intention qui est affichée ou qui est, on peut dire, la première cause qui a poussé les Algériens à sortir, c'était un prétexte pour moi, le 5e mandat, mais réellement, au fond, il y avait cette révolte chez les Algériens pour, on peut dire, manifester sa révolte, sa contestation de tout un régime, de tout un système qui est installé depuis 1962. C'est difficile à répondre à la question parce que c'est un peu de tout. Pour parler de révolution, ce n'est pas encore vraiment une véritable révolution dans le sens où moi, personnellement, tant qu'on ne connaît pas encore les véritables revendications en dehors de tout ce qui est comme slogan, de tout ce qui est comme crié par la population, moi, personnellement, tant qu'il n'y a pas un manifeste, une plateforme de revendication bien claire, une charte de valeurs qui va déterminer réellement au fond qu'est-ce qui peut être partagé par le peuple algérien, je pense qu'il pourrait être un enclenchement d'un processus révolutionnaire qui n'a pas encore, on peut dire, un visage bien déterminé. Donc, ce n'est pas vraiment une véritable révolution, ça dépasse un mouvement, donc c'est un peu entre les deux. On a l'impression, c'est comme si c'est un Hirak qui se cherche quelque part. Donc, c'est cette
c'est surtout cette phase 2. Dans le débat, on va essayer de détailler un petit peu, approfondir la réflexion. Donc, je pourrais dire si l'enclenchement d'une dynamique qui a une tendance, qui a un visage d'une révolution, mais qui n'a pas encore vraiment le nom d'une révolution. Voilà si j'ai à dire, à commenter ma première impression, mon point de vue par rapport à ce mouvement. Monsieur Kamal Amari, vous avez parlé de slogan. Donc, moi, personnellement, en tant qu'une personne qui participe hebdomadairement au Hirak, je crois que certains slogans ne sont pas compris par les marcheurs ou ce qu'on appelle les Hirakistes. Est-ce que, par exemple, le slogan État civil et non militaire est vraiment compris par les valeurs qu'il engendre, les valeurs politiques? Alors, c'est-à-dire, si on veut l'analyser sur un plan étymologique et même par rapport à la dimension du sens de ce slogan, je pense que c'est tout un programme et toute une vision et tout un projet de société qu'on peut tirer à partir de ce slogan. Simplement, le problème qui se pose, c'est qu'il y a certains qui prétendent être dans la révolution, mais réellement, au fond, ce sont des forces contre-révolutionnaires. Je vais prendre un exemple. Si on va prendre l'exemple, donc, état civil et non militaire, dans le mot civil, il y a civilité, citoyenneté, et qu'il a une relation avec l'état de droit, et donc ça exclut l'état théocratique, et donc, à mon avis, il y a une clarté dans le slogan si on veut éviter de faire du populisme. Le slogan état civil et non militaire, il y a certains qui veulent utiliser l'ambiguïté du terme civil pour pouvoir lui donner une autre dimension qui n'est pas vraie. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que certains s'éloignent un petit peu pour scander l'Algérie libre et démocratique, pour se réfugier dans l'état civil et militaire, pour, en quelque sorte, suggérer à la population que l'état civil pourrait aussi sous-entendre, inclure un État théocratique, c'est-à-dire un État qui n'est pas démocratique. Donc, oui, il y a de la confusion, il y a certains qui maintiennent cette confusion-là, il y a certains même qui refusent de dire la vérité à la population, ils utilisent du populisme. Oui, il y a une confusion, il y a un amalgame par rapport à ce slogan. Monsieur Rabah, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas s'il y a une confusion. Peut-être qu'il y a certainement une confusion chez certains Hirakis, chez certains concitoyens et concitoyennes, mais je ne sais pas si c'est une tendance globale, je dirais, parce que c'est vrai que on ne vit pas en Algérie, que ce soit moi, que ce soit mon ami Kamel, mais ce que je vois, c'est que le mot d'ordre Algérie libre démocratique a été repris, on l'a vu à travers les manifestations un peu partout à travers le territoire national. Est-ce qu'il est scandé par tout le monde? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a des courants politiques qui essayent d'entretenir la confusion autour du mot d'ordre État civil et non militaire pour juste rejeter la forme militaire et ensuite on mettra n'importe quoi dans le civil? Effectivement, ça reste une possibilité. Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que notre peuple, à travers l'extraordinaire mouvement du 22 février, qui a duré pendant des mois, pendant plus d'un an, a envoyé suffisamment d'indications sur son intention, c'est-à-dire son intention de construire un État de droit, une république libre et démocratique, une république où tout Algérien ou toute Algérienne aurait sa place, où il y aurait une égalité. Est-ce que ça suffit pour qu'on ne s'inquiète plus? Je pense que non. Il faut rester vigilant. Il faut demander aux personnes ou aux courants, aux organisations, par exemple, sur lesquelles on a des doutes sur leurs intentions, de demander qu'est-ce qu'elles en pensent, comment elles se situent par rapport à l'objectif de construction d'une république libre et démocratique, une république de liberté,
où on peut croire à ce qu'on veut, où les hommes et les femmes sont égales devant la loi, où il n'y a pas d'exploitation de la religion par quelque courant que ce soit, ni encore moins par l'État. Moi, je pense qu'on peut mener ce débat-là, c'est important. Il faut pas rester dans le flou si des personnes parmi les hirakistes disent qu'il y a du flou. Voilà ce que j'en pense. Mais sinon, moi, je reste optimiste. La jeunesse algérienne qui disait aussi un mot d'ordre, moi, je pense qu'elle est suffisamment prête pour construire un gros projet, un projet émancipateur pour notre peuple et pour construire une société vraiment moderne, une société libre et démocratique, comme je le disais. Mais si pour avancer, je crois, pour avancer, on doit parler de valeurs communes. On doit se mettre d'accord sur le point. On s'est mis d'accord sur le point de départ. C'était le 5e mandat. Mais on doit se mettre d'accord sur l'objectif aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ouvre le débat sur les valeurs communes, sur les valeurs qui peuvent regrouper tous les Algériens pour qu'on soit une révolution, pour qu'on puisse s'organiser d'une certaine façon? Moi, je pense que c'est très important. Si la question m'est adressée, je pense que c'est très important. Il y a déjà des groupes, des organisations, des regroupements de forces politiques, de forces associatives qui commencent à le faire. Il y a des tribunes comme la vôtre, mais aussi on peut citer d'autres alternatives, etc., qui ont enclenché le débat sur les valeurs. Vous parliez tout à l'heure, vous aviez reçu Jabel Khair, par exemple, sur un débat sur le politique et le religieux. Nous l'avions reçu aussi sur une autre plateforme. Il y a des débats qui se font sur les violences contre les femmes, sur le code de la famille, etc. Je pense très important de mener ces débats-là pour avancer. Et c'est ça, à mon avis, qui va permettre de voir aussi qu'est-ce que pensent les différents acteurs, les différentes forces agissantes ou qui se disent du Hirak sur un certain nombre de questions qui, au moins par le passé, ont déchiré la société, ont été derrière, par exemple, de drames quand on pense à quelques périodes historiques qu'a connu notre pays. Il est très important de mener ce débat-là, mais on le mène par rapport aux objectifs. Quelle société voulons construire en tant qu'Algériens? Moi, je pense au cours du Hirak, des mois du Hirak, la société algérienne a avancé justement. C'est comme si notre peuple a débattu d'un certain nombre de questions. Il a pu avancer, ne serait-ce que par exemple sur la question du drapeau amazigh. Rappelons-nous, au lendemain du discours de feu Gaïd Salah qui disait on va interdire le port du drapeau amazigh. La réponse des Algériens et des Algériennes le surlendemain, je pense que c'est 2 jours après, le discours il avait fait un mardi ou un mercredi, et le vendredi suivant, la réponse des Algériens et des Algériens un peu partout, Tissemsilt à Djelfa, a été cinglante et a montré que notre peuple a évolué sur cette question durant le Hirak. On pourrait citer d'autres exemples. Moi, je pense qu'au-delà des mobilisations qu'on a vues, des mobilisations extraordinaires à travers le territoire national, le Hirak nous a permis aussi de voir que le peuple évolue, il débat. On ne le voit peut-être pas dans les structures tout le temps, mais dans la rue, il est mis au défi par ceux qui veulent le diviser, à commencer par le pouvoir, mais il a su garder son unité, il a su avancer aussi pour justement pour réaliser son objectif de faire partir ce régime-là et construire une Algérie meilleure, une Algérie fraternelle, une Algérie plurielle, une Algérie libre et démocratique et sociale aussi. On va peut-être, j'espère, parler de l'aspect social, des questions sociales. Elles sont aussi importantes. Elles doivent faire partie des valeurs qu'on doit discuter. Parce que quand on reviendra vers ce point. Pardon? On reviendra vers ce point sur le côté voilà. social. Maintenant, Monsieur Amari,
par rapport aux valeurs communes, est-ce qu'on doit mettre des valeurs communes pour une façon de commencer à structurer le mouvement? Moi, personnellement, bon, Rabhi était au courant, depuis que j'ai intégré des groupes de réflexion, moi, personnellement, c'était l'une de mes revendications de la nécessité d'y aller, doter la révolution d'une charte de valeurs communes. On peut l'appeler comme on veut, ça peut être un manifeste, ça peut être un texte fondateur, révolutionnaire, peu importe la dénomination. Ce qui est important, c'est le contenu. Pourquoi? À mon avis, dans cette phase de transition qu'on vit actuellement, je pense que le peuple algérien, il a exprimé déjà cette capacité de vivre et d'accepter cette pluralité des différentes idéologies qui traversent la société. Si on accepte que la société algérienne est plurielle, justement, est traversée par différents courants politiques, différentes idéologies, et parce que il y a un petit peu de la manipulation, parce qu'on a tendance à juste utiliser le terme idéologie dans un sens négatif. Idéologie, tout simplement, c'est tout simplement une vision du monde, une certaine cohérence des idées, que chacun ait là sa façon de concevoir les choses et de proposer, on peut dire, des résolutions, des propositions, des idées cohérentes pour répondre à un certain nombre de questions d'organisation de la société. À mon avis, dans cette phase aussi, justement pour y aller construire, élaborer cette charte de valeurs communes, démocratiques, et pour pouvoir justement réguler la société algérienne, il fallait en quelque sorte passer de la politique, autant politique politicienne, à le politique. Le politique, c'est dans le sens où justement cette possibilité de gérer cette pluralité humaine afin d'éviter justement les conflits violents. Si on veut essayer d'analyser justement ceux qui nous disent qu'on ne veut pas revenir aux années 90, ok, il n'y a pas de problème, on a vécu une période de violence inouïe, que personne ne veut revenir à cette situation dramatique. Mais il faut qu'on sache aussi débattre et analyser et comprendre que c'était le passé. Les années 90, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est parce que justement, il y a eu l'absence de ces valeurs-là, l'absence de charte qui va vraiment permettre au peuple algérien de vivre en harmonie ensemble. Le vivre ensemble n'a pas été possible parce qu'on a limité la démocratie au processus électoral ou juste à l'acte de vote, et on a eu ce qu'on a eu. On a eu un parti fasciste au pouvoir. Donc, pour éviter justement, pour ne pas revivre cette situation dramatique au peuple algérien, c'est qu'il fallait justement plus parler du politique que de la politique, dans le sens où justement, il fallait qu'il y ait la raison qui va prédominer, il fallait justement déterminer, et parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde, même, on a vu même des courants conservateurs et islamistes parler même de démocratie, parler même de valeurs démocratiques, parler même donc, alors, allez-y, on va Monsieur Amare, sur ces valeurs-là. Monsieur Amare, vous ne pensez pas que déjà cette expression débat idéologique est un peu diabolisée en Algérie? Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit justement la définition de l'idéologie, on a pris juste son aspect négatif. Donc, il fallait justement débattre, parce que c'est pour ça qu'à chaque fois, dans mes interventions, je parle justement de la faillite de l'élite intellectuelle en Algérie, parce qu'on n'a pas expliqué c'est quoi la laïcité, on n'a pas expliqué c'est quoi l'idéologie, on a diabolisé pas mal de concepts, et après, une fois que le politicien qui arrive sur le terrain, il fait des propositions, il se retrouve devant des blocages, donc devant des murs. Et donc, c'est pour cela qu'on est aussi dans une phase où on doit y aller vers des débats et y aller vers justement expliquer un certain nombre de concepts, avoir cette touche pédagogique, parce qu'on est en quelque sorte aussi dans un processus révolutionnaire, si on peut l'admettre. Donc, il fallait même dans ce processus-là, révolution, dans cette dynamique-là, qu'on doit aussi apprendre à se parler, apprendre à dire la vérité et à s'éloigner du langage populiste. Parce que le populisme, c'est quoi? C'est de ne pas dire la vérité et d'essayer de développer un discours dans le sens où on va pas, soi-disant, toucher certaines sensibilités
pour y aller dans le sens de ce que la masse voulait entendre. Alors que on est dans une phase aussi, on a le droit de dire des vérités, on n'a pas le droit de mentir, parce qu'on doit sortir aussi de ce discours hégémonique de la masse pour essayer d'entretenir un discours plus ou moins raisonnable qui va permettre justement à la révolution d'être dotée, je pourrais dire, d'une âme. C'est comme si cette révolution, elle est dépourvue d'une âme, elle est dépourvue, on peut dire, de son aspect, on peut dire, théorique, parce qu'on a besoin, en quelque sorte, de cerner c'est quoi cette révolution. Et à mon avis, justement, d'où justement la nécessité d'y aller vers cette charte-là de valeurs communes, démocratiques, qui va permettre justement à tous les courants de se retrouver dans cette charte-là et justement de sécuriser pour demain la démocratie, et on va faire barrage au fascisme, parce que ceux qui disent que la démocratie, c'est l'acte de vote, je regrette, ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs, ce sont des populistes. La démocratie, il est régi par des principes. Il n'y a pas seulement l'acte de vote. L'acte de vote, pour moi, c'est, on peut dire, le dernier acte de tout un processus démocratique. Donc, nous, en Algérie, il faut qu'on sache qu'on a besoin d'une véritable transition démocratique pour passer d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Nous avons besoin de faire une halte pour se poser des questions, pour pouvoir réfléchir d'une manière mature et responsable, et se projeter dans le futur, avoir une culture d'État au lieu de revenir dans un discours politicien qui va justement, ceux qui disent que parler d'idéologie va diviser le mouvement. Je pense que ce n'est pas une question de revenir ou pas, ou discuter d'idéologie ou pas. Allez-y, on met de côté le terme idéologie, on va parler le politique, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que le politique, c'est la seule voie qui va nous permettre justement de gérer la pluralité et d'élever le niveau du débat et de dire la vérité au peuple et de ne pas se cacher derrière cet unanimisme de masse. Donc, je pense que nous avons, en tant qu'élite de cette révolution-là, de dire la vérité et d'enclencher des débats qui pourraient construire justement l'Algérie de demain pour éviter de régler des conflits par la violence. Parce que nous avons besoin justement de ces espaces-là, de cette possibilité à ce qu'on va mettre de côté définitivement la violence, on règle les conflits de manière mature et responsable en essayant un petit peu justement de trouver un terrain d'entente commun pour pouvoir créer ce climat de vivre ensemble. C'est clair, c'est clair. Monsieur Jamal Moula, qu'en pensez-vous? Pensez de quoi? De la question sur l'idéologie ou... Sur l'idéologie, on va rester sur la même question. Oui, moi je me suis exprimé sur ça. Moi je pense que s'il y a... Non, sur la diabolisation de l'idéologie. Oui, j'ai compris. Moi je pense que je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ces questions-là et j'ai dit s'il y a une chose importante qui caractérise le Hirak, c'est que l'unité qu'il a réussi à construire, l'unité d'action qu'il a réussi à construire au fil des semaines et des manifestations, il l'a réussi pas en décidant d'exclure des débats, d'exclure des forces politiques, des nuances, des façons de penser. Notre peuple a compris que pour avancer, il fallait laisser encourager même l'expression des idées, de ce qu'on appelle l'idéologie au niveau de la société. Ce n'est pas par l'exclusion qu'on va consolider l'unité du Hirak. Moi, je pense que c'est très important à retenir et qui explique, à mon avis, le fait que le Hirak a été fort, a été une force importante, massive, qui faisait pression sur le pouvoir et qui explique aussi sa résistance. Parce que vous ne trouverez pas beaucoup de mouvements révolutionnaires ou mouvements de changement radical dans le monde qui organisent des manifestations toutes les semaines pendant plus d'un an. Je pense qu'au contraire, il faut discuter. Moi,
je partage ce que dit Kamel. Il faut avancer sur des questions de valeur. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ceux qui disent, par exemple, non, il ne faut pas parler d'idéologie, se concentrer sur le Hitler Hauga. Non, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut dialoguer, il faut discuter de la société, du type de société qu'on va construire. C'est quoi les règles qui doivent être inviolables dans cette société-là? Et c'est comme ça qu'on va se faire confiance. On va pouvoir se faire confiance les uns aux autres, ou du moins éviter d'être utilisé par le pouvoir pour casser justement cet extraordinaire mouvement populaire. En disant cela, je dis aussi que discuter de l'idéologie, ça ne veut pas dire régler nos divergences par rapport à ce qui s'est passé dans des périodes historiques. Par exemple, difficiles. La tragédie des années 90, ce qu'on appelle la période du terrorisme, la décennie noire. On sait que les Algériens ne l'ont pas vécu de la même manière, ou du moins n'explique pas ce qui s'est passé durant les années 90 de la même manière. Est-ce que pour autant, il faut insister aujourd'hui, il faut que ce soit la question importante qui va réunir ou diviser les Algériens qui sont de l'Hirak? Je ne le pense pas. Moi, je pense que ça fait partie des choses. Il faut continuer, il faut laisser les gens dire ce qu'ils en pensent des années 90. C'est quoi la responsabilité des uns et des autres, mais je pense que ça ne devrait pas nous empêcher tous, en tant qu'Algériens et Algériennes, de nous retrouver en face de ce pouvoir-là pour le déloger. Parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire que si on privilégie le règlement tout de suite de ce qui s'est passé dans les années 90, eh bien, ce qu'on va obtenir, c'est qu'on va permettre à ce pouvoir-là qu'on veut dégager d'être l'arbitre de nos différences, de nos divergences en tant que hirakistes. Donc, il faut avoir une intelligence, une certaine intelligence, nous, en tant que militants, militantes du Hirak, que notre peuple a eu. Je rappelle que le mot d'ordre, je l'ai cité déjà dans ma première intervention, le Matroufouna Blachriya, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, c'est que les Algériens sont sortis dans la rue, ils sont sortis main dans la main. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout, mais ça veut dire qu'ils sont d'accord pour discuter de façon civilisée, de façon sereine, de toutes les questions, de toutes les valeurs, qu'on pourrait reprendre le mot qu'a utilisé Kamel, de façon sereine et pour avancer. Et surtout pas ne pas permettre à ce pouvoir mafieux, à ce pouvoir autoritaire d'arbitrer nos divergences. Ce n'est pas à lui de régler. On sait comment il règle les divergences. C'est c'est un pouvoir qui a toujours utilisé les différences. Le fait qu'entre les Algériens et les Algériennes, on n'est pas d'accord sur un certain nombre de questions, eh bien le pouvoir a toujours utilisé, on l'a vu durant le Hirak, il a toujours utilisé ces divergences-là pour affaiblir la résistance face au régime. Il faut, je pense, il faut qu'on fasse attention à cela, mais la discussion sur les valeurs, c'est très important. Il faut dégager les valeurs inviolables dans la société à construire, justement pour éviter que des forces qui seraient tout à fait civiles, mais qui ne seraient pas des forces démocratiques, que, comme ça s'est vu dans quelques expériences malheureusement historiques, s'accaparer du pouvoir et ne plus le relâcher. Je pense que la société algérienne a avancé sur ça. Il y a des indicateurs qui nous permettent d'être optimistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser vigilance. Je comprends qu'on ait des inquiétudes. Et les inquiétudes, il faut les lever avec des débats qui soient respectueux, des débats sur les valeurs et non pas sur les personnes, des débats sur les objectifs de la révolution et non pas sur les organisations. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on avancera, comme la société algérienne, je le répète, a avancé depuis le 22 février dernier. Est-ce que, Kassi, je peux juste 2 minutes pour un petit peu rajouter ce qui a été dit par Moula, parce que c'est des points importants et c'était aussi ma vision. Donc, je suis heureux que Moula partage mes inquiétudes déjà soulevées auparavant. Justement, c'est ça, c'est-à-dire ces valeurs-là et surtout aussi de la conception de la politique.
parce qu'il y a deux sortes de conceptions du politique. Ou bien on va y aller vers la politique définie comme domination d'un groupe sur un autre et qui est basée sur un peu plus la confrontation, la violence, tout ça, on l'a vu déjà. C'est-à-dire là, un groupe va dominer sur l'autre et il travaille une minorité, une caste au pouvoir. Il y a l'autre, justement. Nous avons besoin actuellement, dans une phase de transition, justement, de sérénité, d'élever le niveau de maturité. Et peut-être que le peuple algérien, on ne peut pas dire tout le monde, mais je pourrais dire la tendance, de toute façon exprimée dans le moment de la révolution à travers les manifestations, va comprendre l'Algérien quand même, il a mûri, même si peut-être que il y a des conditions qu'il fallait peut-être aussi expliquer, voire approfondir la recherche par rapport à ça. Mais d'une manière générale, on peut dire la tendance qui se dégage, ne serait-ce au moins pendant l'installation, on pourrait comprendre qu'il y a quand même une avancée du peuple algérien, ne serait-ce au moins par rapport déjà au maintien du caractère pacifique. Et notre ami Moulin a souligné un point important, justement, qui traduit, qui explique la nécessité justement de parler, d'y aller vers cette charte-là. C'est justement le point le plus important. C'est la question de l'arbitrage. Ou bien le mouvement révolutionnaire sera mature, il va dégager cette charte-là qui va justement arbitrer les acteurs et les acteurs du mouvement et dessiner l'Algérie de demain, ou bien on va se chamailler entre nous et après, c'est comme une manière de solliciter l'arbitrage du pouvoir en place. Donc, c'est très, très important ce point-là. Et le pouvoir, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il alimente. Donc, on doit être vigilant, justement, je suis tout à fait d'accord de ne pas personnaliser la question parce qu'il y a certains qui veulent personnaliser, mais la question d'idéologie, il faut qu'on dise aussi la vérité au peuple que l'idéologie, ce n'est pas aussi dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le sens que ce qu'on partage et d'essayer de trouver Je pense que Kamal, pardon, le peuple connaît c'est quoi. On n'a pas besoin qu'on lui dise. Le peuple est conscient. Il nous a donné de très belles leçons. Non, c'est pas par rapport à ça, mais non, le fait, je suis pas d'accord, Moulin, dans le sens, oui, on va pas sous-estimer le peuple, mais dans le sens où il y a certains qui peuvent orienter ou même désorienter le peuple. Oui, le peuple, il a pris conscience, il comprend des choses, mais il y a certaines questions pointues que le simple citoyen ne pourrait pas comprendre. Donc, on a tendance à retenir des définitions qui ont plus une connotation négative, qu'on le veuille ou non. En Algérie, aujourd'hui, le mot, le concept, l'idéologie, il est perçu dans son sens négatif. Je ne dis pas que le peuple algérien n'a pas pris conscience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains disent qu'on va éviter les questions idéologiques. Pourquoi? C'est parce qu'on leur a inculqué, d'une manière ou d'une autre, on leur a vendu une conception, une connotation négative. Ça ne veut pas dire que le peuple algérien n'est pas prêt pour comprendre. Oui, c'est dans ce genre de débat pour dire que l'idéologie, tout simplement, ce n'est pas l'idéologie dans son sens négatif qu'on va parler, mais on va parler idéologie dans le sens que nous avons besoin de conception. C'est une question parce que si on n'a pas une vision cohérente, des idées cohérentes, on ne peut pas construire. C'est dans ce sens-là que, c'est-à-dire la construction de cette charte-là de valeurs pourrait être de l'idéologie, mais dans le sens positif. Ça veut dire que nous avons besoin d'une vision. Donc, si j'ai à remplacer le terme qui ne va pas faire peur aux Algériens, au lieu de dire idéologie, on peut remplacer par vision. Il y a différentes visions. Allez, on va s'entendre sur une vision commune que tout le monde peut. C'est comme un dénominateur commun. Voilà, dans les mathématiques, on va trouver des dénominateurs communs. Et après, dans les élections, par exemple, lorsqu'il y a vraiment une préparation d'une véritable transition, on arrive déjà aux élections. Après, le peuple algérien peut trancher sur un projet de société tel ou tel par rapport au parti tel ou tel. Et après, c'est l'affaire de l'alternance au pouvoir, etc., qui va régler ça pour arbitrer justement l'existence de différentes courants qui existent dans la société. Monsieur Amare, si on n'impose pas d'une façon ou d'une autre les préalables démocratiques, comment peut-on protéger ce mouvement de ne pas aboutir vers une théocratie ou une telle sorte de dictature? Moi, personnellement, mon avis, il est bien clair. Si on ne va pas sécuriser la démocratie, on joue à la roulette russe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Donc, c'est pour ça que justement, dans cette période de pandémie, dans cette période de phase,
on peut dire, presque transitoire du mouvement lui-même, on a besoin justement d'élever le niveau du débat. Et je suis heureux d'entendre de la part de Moula qu'il y a nécessité de débattre justement sur les questions de valeur. Et c'est ça, pour moi, c'est la clé de réussite de la révolution, c'est de s'entendre sur un minimum de valeurs communes qui va arbitrer les différents courants qui peuvent exister en Algérie, qui va régler cette question-là pour éviter justement à ce qu'on règle ces conflits-là, les différents tendances dans la société par la violence. C'est ça la véritable problématique. Tout ce qu'on fait, c'est pour éviter à ce que le peuple algérien va revivre le règlement par la violence, la question de pouvoir. Parce qu'on le veut ou non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de discuter? On est en train de discuter sur quel système de gouvernance qui va permettre de régler la pluralité qui existe dans la société d'une manière pacifique, au lieu de recourir à la violence pour la prise de pouvoir. C'est ça la véritable problématique. Ceux qui n'ont pas compris ça n'ont rien compris à la politique. C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit maintenant, dans cette phase-là, sortir de la politique partisane pour y aller vers le politique qui va permettre aux Algériens, justement, d'élever le niveau de débat et d'essayer de parler justement de ces valeurs-là, de ce qui va déterminer la révolution actuellement. Parce que si on va fausser le chemin, le choix de notre chemin, si on va écouter les populistes, justement, d'éviter tout débat et on va essayer d'endormir le peuple, moi, je suis convaincu d'une chose, que le peuple algérien risque de passer et risque de rater sa révolution. Moi, je suis convaincu qu'il y a deux aspects. On peut en parler après en détail. Il y a la question d'organisation et il y a la question de régler la question de ces valeurs communes pour pouvoir demain gérer et arbitrer la gestion du pays d'une manière pacifique pour éviter la violence. Monsieur Moula, la parole est à vous. Oui, moi je suis, enfin, il faut le dire, moi je suis un peu plus optimiste que notre ami Kamel. Moi je fais entièrement confiance à notre peuple par rapport à ces aspects. Kamel le dit lui-même, c'est certains qui disent, qui essayent de diaboliser l'idéologie. Notre peuple discute à longueur de manifestations de questions de valeurs, de liberté, de démocratie. Il a discuté des questions liées à la place de la religion, aux droits des femmes, etc. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, il a avancé sur un certain nombre de questions. Donc, moi, je pense que c'est lui qui doit nous donner des leçons. Nous, on suit, on est admiratif, on donne notre point de vue. Mon point de vue à moi, c'est que ce débat-là est très important sur le type de société à construire. Il y en a qui le diabolisent parce que peut-être ils cachent ils ne veulent pas que le peuple sache leur vision de la société à construire. Il ne faut pas leur céder, il faut continuer à débattre, défricher le terrain des valeurs qui seront celles de la société à construire. Mais il y a d'autres aussi, d'autres qui nous disent, par exemple, quand il y a des luttes sociales, on ne les voit pas beaucoup. Par exemple, quand il y a des luttes sociales et que le hirak, des manifestations arborent des mots d'ordre, des slogans pour des changements sociaux, il y en a qui sont très mal à l'aise, par exemple. Quand je vois ces derniers jours, par exemple, à Bdjaya, il y a une grève dans une filiale de Civital. Il y a beaucoup de démocrates qui nous donnent des leçons, par exemple, qui donnent des leçons à tout le monde sur les valeurs, sur la nécessité de s'entendre sur les valeurs démocratiques de la société à construire, mais qui sont plutôt silencieux quand ils ne condamnent pas. Donc, les revendications, et pourtant, c'est des revendications. Les revendications des travailleurs de l'Imilog, ce sont des revendications tout à fait légitimes et tout à fait indispensables dans une société démocratique, celle de pouvoir s'organiser dans une section syndicale. Il y a Ajaba, donc on ne peut pas défendre les libertés syndicales ou là, on les défend juste quand c'est le secteur public, quand des sociétés et des entreprises publiques, non.
Les valeurs, c'est les droits, le droit de grève, par exemple, la liberté de s'organiser en syndicat, en association. Moi, je pense que ça fait partie de la charte des valeurs dont parlait notre ami Kamel. Il faut débattre de tout cela et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça que le Hirak va se donner les moyens d'être efficace. Parce qu'il faut le dire aussi, je pense que, je ne sais pas si c'était prévu, parce que la question centrale de votre débat d'aujourd'hui, c'est comment faire aboutir les revendications du Hirak. Force est de constater que plus d'un an, si le mouvement populaire, ce qu'on appelle le Hirak, a été exemplaire en matière de civisme, en matière de pacifisme, en matière de résilience, force est de constater que le régime est encore en place et même il est à la manœuvre depuis la crise du Covid. Il faut se poser la question pourquoi dans des sociétés, par exemple, où il y a eu des luttes, par exemple, pour le changement de régime, à l'exemple de ce qui s'est passé en Tunisie en 2011, pourquoi le peuple est arrivé, par exemple, à ses fins, celle d'instaurer un régime d'alternance, même si ce n'est pas parfait, évidemment. Moi, je pense qu'il y a l'aspect des moyens de pression. La grève générale, par exemple, moi, je pense que historiquement, elle a montré son efficacité, sa capacité à contribuer à donner le coup fatal au régime autoritaire. En Algérie, ça a été essayé en décembre, ça a fonctionné dans quelques wilayas. Moi, je pense que ça fait partie des campagnes aussi pédagogiques qu'on doit mener en tant que militant du Hirakis pour dire que peut-être il faut l'envisager partout, que ce soit dans les secteurs publics, mais aussi dans le secteur privé. Et c'est comme ça qu'on doit intéresser les travailleurs, on doit les intéresser en montrant que le Hirak est à leur côté dans la revendication pour les changements de leurs conditions de travail. Par exemple, le Hirak s'est opposé de façon massive, par exemple, lorsque le gouvernement autoritaire avait voté la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui donne la souveraineté du peuple, la souveraineté de l'Algérie sur les ressources naturelles aux multinationales. Le Hirak s'est opposé, a fait des manifestations. Il faudrait que ce soit la même chose pour les droits sociaux des travailleurs. C'est comme ça qu'on va gagner de nouvelles forces. Et c'est comme ça qu'on va réussir à mettre en œuvre des moyens de pression qui feront que peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, la révolution, le Hirak du moins, va arriver à ses fins et se débarrasser de ce régime et enclencher un processus d'une transition démocratique. Moi, je pense que c'est comme ça, c'est aussi ça, discuter des valeurs, de la charte des valeurs, de la société à construire. Parce qu'il y a des travailleurs, par exemple, si tu dis, si c'est pour remplacer, par exemple, ce pouvoir-là par un pouvoir qui est élu, mais qui est inféodé, par exemple, aux puissances occidentales, il va dire que ça ne m'intéresse pas, je ne marche pas. Donc, un moyen pour l'associer, pour lui montrer que le Hirak, c'est vraiment un processus émancipateur de tout le peuple algérien, c'est de faire sienne toutes les revendications des couches diminuées, des couches populaires, et non pas dire, lorsqu'on parle de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, non, mettre le sujet. Ça a été entendu par différents animateurs du Hirak et c'est malheureux de le constater. Je pense que notre ami Kassi, on l'a perdu. Bon, je vais essayer de continuer. Alors, je pense que Il est déconnecté, oui. Oui, donc, je pense qu'il peut revenir. Bon, je peux essayer de continuer. Je pense qu'il revient. Je pense qu'il est en train de se reconnecter. Ouais. Je pense qu'il est en train de revenir. J'espère bien que... Ah si, on t'a perdu. Sinon... Vous m'entendez? Oui. On t'entend. Voilà, il vient de terminer son intervention. Si tu vas acheminer par une autre question. Oui, bien sûr, je m'excuse, on a un problème de connexion ici. La connexion qu'on voulait
exporter pour les pays du sud, de l'Afrique du Sud. Enfin, bref. Monsieur Moula, vous avez parlé de... Il est encore parti. Je pense qu'il était... Peut-être qu'il utilisait juste l'audio. Peut-être que ça va aider. J'ai coupé la vidéo. Ouais. Vous m'entendez? Oui, si ça charge, OK. Donc, Monsieur Moula, vous avez glorifié l'unité nationale, mais d'un autre côté, vous avez Pardon, parlé de... qu'est-ce que j'ai fait? de Pardon, la monsieur grève. Kassim? Vous avez glorifié l'unité du Hirak. Ah, l'unité nationale. Cette force, Okay. J'avais compris les multinationales, voilà. pardon. Non, non. L'unité Okay. de la révolution. Mais vous avez parlé de la grève générale qui, à un certain moment, a remis cette unité nationale en cause. Donc, vous ne voyez pas d'une manière ou d'une autre qu'il y a une volonté de résumer ce mouvement. Non, je ne pense pas qu'elle a remis en cause l'unité nationale, pas du tout. Qu'est-ce qui vous permet qu'est-ce qui vous fait dire ce genre de choses? La grève générale n'a pas été à l'échelle nationale. Il y a eu des tentatives dans plusieurs endroits au pays. Ça a fonctionné timidement dans certaines régions. On sait que ça a fonctionné beaucoup en Kabylie. Et Kabylie, ça s'explique. Il y a des luttes historiques qui y sont menées depuis des décennies. Mais le mot d'ordre aussi a essayé d'être mis en œuvre, je dirais, est suivi dans plusieurs régions du pays, que ce soit au sud. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire il ne faut plus l'avancer. Moi, je pense que ça fait partie des moyens de pression que devraient se donner, que pourrait se donner, je devrais dire, que pourrait se donner le Hirak justement pour arriver à satisfaire ces revendications, arriver à ses objectifs. On peut parler des désobéissances civiles aussi. C'est la même chose. Ça peut fonctionner dans certaines wilayas, peut-être pas ailleurs, mais avec le temps, avec de la pédagogie. Et je pense que on peut parvenir, donc peut-être dans quelques mois, peut-être un peu plus que ça, donc à une réussite de tels mots d'ordre qui peuvent aider donc le processus révolutionnaire. J'ai pas fini ma question. Je voulais dire, est-ce qu'il y a une certaine volonté? Allez, c'est intéressant ce que vous venez de dire, mais est-ce qu'il y a une volonté d'une manière ou d'une autre, bien sûr, de vouloir résumer cette révolution qu'en Kabylie et de l'avorter ailleurs? Parce que dans les derniers mois, avant la pause imposée par le Covid, le Hirak s'était résumé à quelques wilayas. Exactement. Moi, je pense qu'il y a toujours une volonté. Ce pouvoir-là, il est diabolique. Il ne lésinera pas sur les moyens pour... moi, je l'ai écrit dans un post Facebook quelque part. Je veux dire qu'il voudra rééditer ce qui s'est passé en 2001. En 2001, quand ça a débuté un peu partout. Et ensuite, il a cantonné cela en Kabylie. C'est une façon d'affaiblir ce qui s'est passé en 2001. Aujourd'hui, cette année, le Hirak, c'est un mouvement national, ça a fonctionné partout, mais comme vous le dites, comme vous venez de le dire, effectivement, depuis la reprise des manifestations populaires après la crise du Covid qui n'est pas finie, il y a des timides, il y a des tentatives de reprise un peu partout, c'est plus visible en Kabylie. Mais je pense que le pouvoir va utiliser cela, va continuer dans les prochaines semaines à utiliser cela. Et son rêve, ce serait juste que la Kabylie qui renoue avec les manifestations populaires. Il y a un risque, il faut en être conscient. Mais le risque existe effectivement. Monsieur Kamal Amare, que pensez-vous sur cette politique de vouloir résumer le Hirak ou la révolution du sourire qu'en Kabylie et de l'avorter ailleurs? Moi, personnellement, c'est aussi mon hypothèse. Je l'ai déjà écrit justement par rapport à cette question-là. Le pouvoir, il sait que la culture de lutte, justement sur un plan historique,
clair et net que la Kabylie, elle a ces mécanismes de lutte depuis 1962, que la région de la Kabylie s'est révoltée contre le pouvoir central. Donc, le pouvoir, si la révolution se limite à la Kabylie, c'est facile de toute façon de la mater, de la réduire et de l'isoler, et donc d'aborder la révolution à l'échelle nationale. Donc, le pouvoir, sa stratégie actuelle, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il essaie justement, et c'est pour ça que justement le mouvement doit réfléchir à une stratégie de bien s'entendre, par exemple, les révoltes qui sortent en Kabylie seulement. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une manifestation à Bni Wertene ou je ne sais pas. Donc, toujours, c'est réellement au fond les régions kabylophones ou berbérophones. Cette stratégie, justement, c'est pour dissuader les autres régions. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, vous avez vu qu'il a réprimé la répression qu'il y a eu au début en Kabylie, parce que le pouvoir, il imaginait pendant cette pandémie-là qu'avec le temps, ces réflexes-là de révolte, ces réflexes-là de manifestation risquent de disparaître. La Kabylie, il a tellement justement qu'il n'y a pas de structuration du mouvement, qu'il n'y a pas d'organisation d'une instance qui régule, qui adopte des stratégies. Cette absence-là, donc on a remarqué qu'il y a une sorte d'une cacophonie, des décisions un petit peu hasardeuses. Donc c'est pour ça que actuellement, le pouvoir presque il est à l'aise, le fait qu'ailleurs, il faut de la vérité, qu'il y a une grande distanciation par rapport aux moyens de lutte, à la culture de lutte surtout. Et le pouvoir, si la révolution va se limiter en Kabylie, et vous avez remarqué aussi que, bien sûr, le pouvoir, il veille surtout la question de la capitale. S'il n'y a pas en capitale et les autres régions, et la révolution se limite en Kabylie, le pouvoir va avorter cette révolution. Donc, je pense que sur un plan historique, les autres régions ont une énorme responsabilité sur un plan historique pour la réussite et faire aboutir cette révolution. D'où moi, personnellement, l'une des solutions qui peuvent être suggérées, c'est d'y aller vers des conférences régionales, d'y aller vers plus donc une organisation horizontale, créer des dynamiques dans différentes régions du pays pour pouvoir coordonner des actions. Sinon, je ne vois pas comment créer un rapport de force organisé pour fléchir le pouvoir. Dans un Zoom précédent, j'étais avec un groupe où il y a eu un syndicaliste, un hirakiste d'Oran. Personnellement, je lui posais la question clairement, est-ce que le mouvement pourrait réussir une grève générale? Il a été catégorique, il a dit impossible qu'on puisse réussir une grève générale, faute d'organisation. C'est-à-dire qu'il fallait créer cette dynamique, s'organiser, parce que le tissu syndical ou tout ce qui est comme organisation a été cassé pendant le règne de Bouteflika. Donc, et en même temps, on sait aussi que pas mal d'organisations ne sont pas dans une perspective révolutionnaire. Ils sont dans une perspective d'alliance avec le pouvoir, et donc, ça pose un véritable problème pour la réussite, comme les grèves générales. Donc, s'il y a l'absence d'une organisation et avec la défaillance des structures qui existent officielles comme les syndicats, là, ça va poser un grand problème pour la suite du mouvement. Et c'est pour ça, justement, qu'est-ce qui peut redynamiser ça? À mon avis, c'est justement cet aspect au moins de débat par rapport aux questions de valeur pour essayer de s'entendre. Et donc, une fois que le peuple algérien est amené à discuter, à débattre, à créer des groupes de réflexion à l'échelle nationale, des groupes, ça pourrait être un moyen pour pouvoir justement réfléchir aussi à la question organisationnelle. Donc, je pense que ça se complique un petit peu, même si je suis convaincu que si on parle de processus révolutionnaire, malheureusement, ça va durer des années. Et donc, on est obligé, plus pour être optimiste, s'inscrire plus dans une perspective historique à moyen terme au moins, que de vouloir réellement, au fond, trouver des solutions immédiatement, ce que le mouvement réellement, au fond, n'est pas encore doté pour pouvoir vraiment construire un rapport de force qui va vraiment être, on peut dire, qui pourrait en quelque sorte faire
faire aboutir ces revendications. Et la revendication principale, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est le départ du système. Et le départ du système, je ne le vois pas en dehors d'une certaine transition démocratique. Et justement, à partir de là, justement, qu'on va c'est le point que je voulais établir toucher. de nouvelles règles du jeu pour pouvoir justement faire aboutir la révolution. Donc, je pense que Avant de parler, il y a lieu de débat. Voilà. de la transition, avant de parler sur la transition et son rôle pour passer vers un état civil ou de changer le système, je voudrais d'abord voir si M. Moula voudrait ajouter quelque chose par rapport à ce que... Oui, c'est sûr que ce que vient de dire Kamel sur la grève générale, sur l'état des forces, etc., c'est une réalité. Si ça n'a pas réussi au mois de décembre dernier, c'est parce qu'il n'y a pas ces organisations-là. C'est que le pouvoir de Bouteflika, la Décennie noire, a laminé l'ensemble de la société civile pendant tant longtemps. Et c'est difficile de reconstituer le tout en un laps de temps. Donc, autant donc, l'UGTA a été domestiquée, autant dans le secteur privé, par exemple, il y a un secteur privé important. Je pense même que c'est le premier employeur aujourd'hui en Algérie, sauf que c'est un secteur privé informel. Peut-être que la moitié des entreprises privées, par exemple, elles donnent des contrats donc, qui sont précaires. Donc, il y a impossibilité pour les travailleurs de s'organiser, de construire des syndicats, donc de construire une centrale syndicale. Il y a quelques syndicats autonomes qui ont été construits, mais surtout dans l'administration, dans l'éducation, mais dans le secteur privé qui emploie peut-être le plus grand nombre de personnes en Algérie. Donc, soit il y a des mesures anti-syndicales qui sont adoptées, soit parce que les travailleurs ils sont déjà précaires, ils ne pourraient pas s'organiser en section, en syndicat. Cela dit, il faut l'histoire n'évolue pas de façon linéaire. L'histoire, elle évolue aussi par des bons, des sauts qualitatifs importants en un laps de temps. Il n'y a qu'à penser à mai 68, par exemple, le changement des mentalités dans la société française. Il a suffi de quelques semaines pour que ça soit radicalement bouleversé. Donc, la dynamique que porte le Hirak depuis le 22 février est capable, et face justement à la crise sociale qui va venir des chutes des prix des hydrocarbures, donc il y aura un impact social important, et ben ça peut être donc un élément qui va faire en sorte que les travailleurs vont s'investir dans le Hirak en tant que travailleurs et non plus comme des citoyens qui marchent le vendredi et qui rejoignent leur poste de travail le lundi d'après. Donc, ça pourrait changer. Et moi, là encore, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, même si c'est un optimisme raisonnable. Il faut agir, il faut faire de la pédagogie parce que si on continue comme ça, bien sûr que les processus révolutionnaires ils peuvent être lents. Mais si on continue comme ça, il y a un risque de dislocation du Hirak. Il faut aussi se le dire aussi. S'il n'arrive pas à diversifier ses moyens de pression, il y a un risque, d'autant qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, il y a des divisions au sein des forces agissantes du Hirak qui peuvent lui coûter cher. Kamel, il parlait vous parliez vous-même donc de la différence entre la Kabylie et le reste, de la reprise des manifestations à Fgaïf, par exemple, et à Tizi Ouzou, dans quelques endroits en Kabylie et pas ailleurs. C'est d'autant plus significatif qu'il faut qu'on fasse attention aussi à la façon dont mène ce débat-là. Je répète, le débat des idées, le débat sur les valeurs, il faut le mener, il faut faire attention à ce qu'on le mène sur le bilan des années 90 ou sur les personnes, qu'a fait telle personne ou telle autre personne. C'est très important de focaliser le débat sur les valeurs, sur les façons de permettre au Hirak d'avancer. Votre émission d'aujourd'hui, elle aborde un thème très intéressant, comment discuter, réfléchir tous ensemble à plusieurs niveaux, au niveau des manifestations, des quartiers, des usines, des villages, des douars
partout au niveau national, des moyens justement de discuter, nulle idée, aucune question, aucune possibilité. Et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à dégager non seulement ce qu'appelle notre ami une charte des valeurs, un minimum commun, des valeurs communes, mais aussi un embryon d'organisation qui se donne des objectifs, des mots d'ordre et des moyens de pression qui seraient plus efficaces que ceux qu'il a adoptés jusqu'à présent, parce que le risque, c'est qu'on tombe dans les folklores, on est le vendredi, on a ajouté un samedi, parfois le vendredi, le mardi, il y a des manifestations, mais ce pouvoir qui est là depuis des décennies, il peut malheureusement s'accommoder de tels moyens de pression. Il faut passer à une vitesse supérieure. On parle d'augmenter la vitesse, on parle de changer les choses, mais on peut parler de ça sans parler de la transition. Que pensez-vous de la transition? Je vais commencer avec M. Rabah Moula. Que pensez-vous de la transition? Quelles sont les valeurs qu'elle doit prendre? Comment on pourra s'organiser dans une transition qui garantira la volonté du peuple? Parce que si on refait les mêmes erreurs qu'avant, on pourra retrouver une autre fois l'armée en tant qu'arbitre. Les transitions, c'est quoi une transition? C'est une période qui va nous permettre de passer d'un régime à un autre. C'est ça la transition. Donc une transition, elle doit préparer les conditions de ce passage-là, un passage qui soit sans beaucoup de tracas, qui prépare les conditions démocratiques pour le déroulement des élections qui seraient libres et démocratiques. Donc moi, je suis un partisan de la constituante. Moi, je suis partisan de la constituante comme solution en Algérie. Mais je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, ou sinon je ne serai pas intéressé par ce qui se passe. Je suis partisan de la constituante, mais à notre peuple, aux arbitrages qu'il sera capable de faire en son sein, de faire évoluer la société algérienne, donc vers une période de transition où il a le contrôle. Le plus important, à mon avis, c'est que le peuple puisse garder le contrôle durant la période de transition. Ça veut dire quoi, garder le contrôle? Ça veut dire que lorsque des personnes, des organisations, des groupes désignés par le Hirak se chargent de changer, par exemple, la loi électorale, d'assigner le fichier électoral, de s'entendre sur je parlais tout à l'heure, comme le disait la déclaration du RCD il y a quelques jours, des règles inviolables qui ont été dites avec d'autres mots par d'autres organisations et regroupements comme le PAD, par exemple, le Pacte de l'Alternative démocratique. Donc, s'entendre sur ces valeurs communes, il faut que tout au long du processus, le peuple puisse garder le contrôle. Parce que s'il baisse garde, ça peut être exploité par des forces pour s'accaparer le pouvoir. La seule garantie que le peuple a pour réussir sa période de transition et le mener vers la démocratie, vers une société libre et démocratique, c'est qu'il demeure actif. Les manifestations, les moyens de pression du peuple, du Hirak, ne devront pas cesser parce que le pouvoir a cédé au peuple le contrôle d'une période de transition qui pourrait être, comme ça s'est passé en Tunisie pendant 11 mois, le temps que des élections de la Constituante soient organisées en octobre 2011, et puis l'élection d'une assemblée qui a été chargée de rédiger une constitution tunisienne. Là aussi, ça devait être plus court, ça a duré 27 mois, de 2011 jusqu'à début de 2014, parce qu'il y a des forces qui tirent c'est-à-dire qui essayent de faire passer leur conception des choses. Finalement, moi, je pense que l'expérience tunisienne, elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Le peuple tunisien vit encore dans la difficulté, peut-être sur un certain nombre de plans. Sur le plan social, par exemple, il vit des situations très difficiles. Les valeurs démocratiques ne sont pas définitivement à l'abri
de remise en cause par un certain nombre de courants conservateurs, obscurantistes, tout ce que vous voulez. Mais l'expérience tunisienne, elle est vivante. Elle est vivante parce que le peuple tunisien porte ça. Le peuple algérien, le peuple tunisien n'a pas, je pense, dans sa grande majorité, ne regrette pas le fait de s'être débarrassé du régime de Ben Ali. Donc, ma conception de la transition, donc, elle devrait aller vers la préparation de la démocratie, d'une société libre et démocratique où tous les citoyens et citoyennes sont égaux devant la loi, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Je pense qu'on a perdu notre ami Kassi. Tu es là encore. Ok. Bon, je vais essayer je pense que tu peux enchaîner, Kamel, enchaîner sur la question de la transition en attendant peut-être qu'il va réapparaître. Alors, pour la question de la transition, d'abord, j'aimerais bien juste souligner un point, c'est que cette révolution-là, je pense qu'il y a un concept qu'il fallait bien mettre, on peut dire, en exergue, c'est la question de la modernité. Je pense qu'aussi cette révolution, c'est une révolution de la modernité. C'est-à-dire que le peuple algérien voulait passer, on peut dire, de cette structuration traditionnelle, de ce mode de pensée traditionnel à la modernité, dans le sens où on doit, en quelque sorte, passer d'une société, là où il y a la prédominance, on peut dire l'arbitrage de la religion, par rapport à la question de rationalisme. Je pense qu'il y a un peu de ça. Le peuple algérien, lorsqu'il est sorti, même si c'est vrai, il y a certains courants conservateurs qui toujours essayent un petit peu de ralentir le processus, ce processus-là de modernité, mais je pense que le peuple algérien a exprimé aussi qu'il ne veut pas d'utilisation de la religion à des fins politiques. Donc, c'est-à-dire, si on veut voir réellement ce qui est exprimé, c'est que le peuple algérien, d'une manière générale, rejette l'utilisation de l'islam, de la religion à des fins politiques, même si dans un autre aspect, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y a diabolisation aussi des concepts comme par exemple la laïcité, ça pose un problème. C'est-à-dire que tu peux trouver quelqu'un, il va te dire que je suis contre l'utilisation de la religion à des fins politiques, mais lorsque tu vas dire est-ce que tu es pour ou contre la laïcité, il peut dire je suis contre la laïcité. Donc déjà, c'est pour ça que justement cette révolution aussi, on a besoin de la révolution séculière de la société. Kassi, j'ai enchaîné. Alors, donc, je pense que la question, cette question-là de révolution, il est à mon avis aussi une révolution de valeurs, de modernité. Parce que si on va prendre par exemple l'expérience des sociétés, comme si on va prendre juste par rapport au passage du siècle des Lumières, il a été d'un apport important en Europe, par exemple, en Europe, même aux États-Unis, pour la question des révolutions. C'est-à-dire les cycles des Lumières étaient d'un apport important pour pouvoir procéder justement à ces révolutions, parce que axé sur la liberté, axé justement sur le rationalisme, tout ça. Donc, nous avons besoin aussi de faire cette révolution. Je pense que c'est un processus, oui, c'est parce qu'on a on a interdit au peuple algérien de parler des questions de fond. Et vu l'état des lieux de notre école, au lieu de former des citoyens qui ont des réflexes réflexifs, on a formé plus des croyants et des militants partisans d'une idéologie. Je pense que justement, on doit en quelque sorte enclencher d'autres projets en parallèle qui contribuent justement à la réussite de cette révolution, parce qu'il va durer des années. C'est un processus, ça va être, on peut dire, graduel, mais on doit aussi enclencher le débat sur justement un certain nombre d'aspects qui pourraient participer justement pour amener cette révolution à la réussite et de construire vraiment un véritable État moderne sur des bases, sur des valeurs qui pourraient demain justement faire réussir le pays sur différents plans. Parce que si on réussit à l'école, si on réussit justement à construire un État qui va être géré d'une manière pacifique pour éviter la violence, je pense qu'on peut réussir dans d'autres secteurs. Parce que si on ne réussit pas le secteur de l'éducation, donc on ne peut pas réussir, par exemple, sur un plan économique, on ne peut pas réussir sur un plan, par exemple, technologique, tout ça. On doit en quelque sorte investir
dans l'économie de savoir, dans le savoir lui-même, donc pour pouvoir justement faire réussir la révolution. Parce que la révolution, je suis convaincu que ça va être un processus. Pour la question de la transition proprement dite, oui, pour passer justement, comme dans le cas en Algérie, d'un régime autoritaire à un régime démocratique, à mon avis, qu'on a besoin justement de cette transition-là pour régler ces questions-là, ce soit des valeurs qui pourraient être, à mon avis, pour la question, vous avez parlé tout à l'heure de la constituante, peu importe le procédé, mais ce qui est important, c'est que n'importe quel procédé, n'importe quel cheminement qu'on va adopter, l'essentiel, c'est que ces valeurs-là vont être, on peut dire, le socle pour tirer ou pour rédiger la Constitution qui va, on peut dire, arbitrer et va déterminer le mode de système de gouvernance algérien. Donc, la question de la transition est très importante parce que si on ne va pas justement créer un rapport de force qui va établir justement les règles du jeu bien définies, je pense qu'on pourrait revenir et faire les mêmes erreurs. Et comme je dis que moi, personnellement, je ne suis pas un partisan pour y aller jouer à la roulette russe et de se dire « Ah, le peuple algérien, je pense qu'il est conscient, il a pris conscience, il ne va pas refaire mes erreurs. » Je pense que ce n'est pas une question sentimentale, ce n'est pas une question d'intention. On doit sécuriser dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Parce que pour être dans un pays de droit, il n'y a que la loi. Donc, il faut bien regarder la source de la loi et bien établir les règles du jeu et que la loi va être appliquée pour tout le monde et même pour le pouvoir. Parce qu'on doit comprendre que la démocratie, qu'un État de droit, il doit s'appliquer même pour ceux qui ont le pouvoir. Et parce que si on ne va pas faire aussi la séparation des pouvoirs, on va laisser le pouvoir entre les mains d'une personne. Et c'était le cas, par exemple, de Bouteflika qui a tous les pouvoirs, on peut dire, même si théoriquement, soi-disant, à un certain moment, on parlait soi-disant de séparation du pouvoir, mais vraiment, au fond, tous les pouvoirs sont entre une personne ou le pouvoir peut être aussi entre les mains d'une caste. Dans le cas en Algérie, on sait que, par exemple, l'armée, il détient son droit de veto, on peut dire, qu'il gère derrière les rideaux les destinées du pays. Et c'est pour ça que, justement, la population criait depuis 2019 à février, criait justement État civil et non militaire, parce qu'il voulait dire qu'on a compris que depuis 1962, l'Algérie, justement, est partie sur une fausse piste. Et là, on a commencé déjà le règne, le pouvoir avec de la violence. Donc déjà, il faut qu'on règle cette question. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du politique. On doit sortir de la politique partisane et aller justement mettre en place un système mature, responsable pour pouvoir arbitrer pour pouvoir justement arbitrer les conflits. C'est pour ça qu'Ahmed, je pense, on vient de me dire, on arrive à la fin de l'émission, je voudrais juste ajouter un petit mot. Moi, je suis d'accord par rapport à cela, il faut être vigilant, mais comment mettre en œuvre cela? Comment s'en assurer si les forces du Hirak ne se parlent pas, ne s'interpellent pas, si on n'interpelle pas les forces qu'on estime agissantes, existantes, même si minoritaires, etc., dans le Hirak. Moi, je pense que le PAD, par exemple, le pacte de l'Alliance de l'alternative démocratique, montre la voie. Ce n'est pas encore suffisant. Il montre la voie, il faut continuer. Il a une plateforme constituée d'un certain nombre de valeurs de la société à construire. Peut-être que c'est insuffisant, il faut le renforcer, il faut le faire aussi avec d'autres forces. Peut-être qu'il y a d'autres forces dans la société qui ne sont pas encore là. Il faut les interpeller, il faut qu'on mette notre peuple témoin donc, de toutes les discussions, de tous les débats pour cette transition-là. C'est comme ça qu'on va arriver à faire sortir une plateforme de règles qu'aucune force politique ne pourrait violer si jamais il prend le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on va effectuer, donc on va réussir la transition vers une société démocratique et libre. Ce n'est certainement pas
en accentuant les clivages entre forces. Au lieu de parler des valeurs, on parle des personnes, on parle des organisations. Je pense qu'il faut privilégier les discussions sur les valeurs minimales sur lesquelles donc on ne pourrait pas transiger, qu'on ne pourrait pas descendre plus bas. C'est-à-dire le minimum commun entre les Algériens et les Algériennes. On ne va pas réinventer la roue. Les sociétés démocratiques, elles existent dans le monde. Les valeurs qui sont, elles sont connues aussi. On pourrait s'en inspirer, même si je pense qu'il n'y a pas de mal à s'inspirer aussi de notre héritage en tant que société, de notre héritage en tant que peuple, utiliser les bons termes. Tu disais tout à l'heure que la laïcité a été diabolisée en utilisant un autre terme, puisque je suis entièrement d'accord avec toi, Kamel, que la société a évolué sur le fait qu'il ne faut pas exploiter la religion à des fins politiques. Je pense que c'est un acquis. Il faut le préciser dans cette plateforme-là, et c'est comme ça qu'on pourra préparer une bonne transition. Donc, c'était ça mon dernier mot, je pense, puisque l'émission doit se terminer. Merci. OK, donc pour conclure, je vais conclure. Je pense, Hassi, tu es là, tu nous entends ou pas? Je viens de revenir. Ah, okay. Avant de conclure, j'aimerais qu'on touche un dernier point. On nous a demandé dans la régie. Oui, je m'excuse énormément parce que nous avons un très grand problème de connexion aujourd'hui. Ce n'est pas habituel, mais c'est la connexion que on nous a donnée, qu'on nous a promis. Donc, j'aimerais toucher le point de la représentation. Que pensez-vous de la représentation du Hirak? Il y a beaucoup de mouvements, d'organisations qui veulent représenter et qui incitent à représenter le Hirak. Que pensez-vous? Je vais commencer par M. Rabah Moula. Oui, la représentation, moi je pense que idéalement c'est une bonne chose, mais tel qu'on le connaît, qu'on l'a identifié son parcours, je ne pense pas que le Hirak va se donner lui-même une représentation. Je pense par contre qu'il y a des regroupements qui sont le Hirak. Je viens de parler de l'expérience du PAD, je trouve très encourageante, même si elle est limitée. C'est une bonne chose, elle devrait être élargie, elle devrait se renforcer pour être une force pesante avec un impact au sein du Hirak et non pas se substituer au Hirak. Je pense que le Hirak, il faut le voir en tant que mouvement massif de notre peuple algérien en faveur du changement de régime. Il ne faut pas qu'il soit seul, il faut qu'il soit accompagné par des forces, des regroupements de forces politiques, associatifs qui l'aident justement à aller de l'avant, à concrétiser les objectifs, notamment à travers la transition qui devrait mener notre peuple à la démocratie. Tel que c'est parti, je ne pense pas que le Hirak est à même de se donner une représentation unique, mais plutôt d'un certain nombre d'organisations, de regroupements sur des affinités en matière de valeurs, des forces politiques, des forces de la société civile qui se regroupent et qui, le mieux qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'elles soient capables de se parler et ensuite de s'entendre sur le minimum dont on parlait depuis quelques minutes. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut plutôt viser. Je pense qu'on a perdu. Ah, si, tu nous entends? Oui. Monsieur Kamel Amari, OK. Alors, moi, personnellement, pour la question de la représentation, je pense que la nature du mouvement révolutionnaire tel qu'on l'a vu dès le début, je ne pense pas s'il est prêt pour la représentation et en même temps, je pense qu'ils savent que c'est un peu difficile de représenter le mouvement, vu son ampleur, vu même la difficulté de se représenter, de désigner, on peut dire, des représentants, et on a vu les arrestations de la part du pouvoir, parce que le pouvoir fait tout justement pour éviter d'y aller vers ce genre de structuration. Mais moi, personnellement, je suis plus un petit peu pour vers justement des regroupements où je pourrais les appeler des conventions régionales. Par exemple, si, par exemple, Kabylie, on va commencer par une convention au niveau de l'Ouest, etc.,
on va faire des différentes conventions régionales et après se retrouver vers une convention nationale. Je pense qu'il faut et être animé plus justement par des textes de valeurs, tout ça qui va là où le mouvement va se retrouver autour des valeurs pour éviter de personnaliser justement les choses, pour éviter justement tout dérapage, pour les déviations. Je pense que les différentes conventions qu'il pourrait y avoir peuvent avoir les deux aspects, l'aspect fond et l'aspect, on peut dire, organisationnel, pour pouvoir justement combler le déficit des organisations syndicales et sociales, tout ce qui est comme organisation officielle, parce que je pense qu'il y a un problème, on peut dire, de faisabilité et un problème justement, les acteurs ne veulent pas assumer leurs responsabilités d'une manière directe historique. Donc, je pense que ça revient au mouvement, mais ça se construit. Donc, je pense que oui, il fallait débattre et qu'on sache justement que quand même, pour un point de départ, il y a ce que les transitologues parlent de démocratie minimaliste. Justement, c'est là, c'est par exemple d'y aller vers des élections libres, mais en même temps, c'est par rapport justement autour des valeurs. Donc, je pense si, à mon avis, le noyau, le nœud, on peut dire, de la problématique, si on arrive à régler la question de valeurs minimales, je pense que le reste peut venir, peu importe les différents individus qui pourront être, qui pourraient porter ces valeurs-là, et ce sont ces valeurs-là qui pourraient amener justement à réduire les différentes, on peut dire, les différents clivages qui pourraient exister dans la société, différents courants, ce qui est fait normal, parce qu'il faut que tout le monde sache que la politique, elle existe parce qu'il y a de la diversité, de la pluralité. S'il n'y a pas de pluralité et d'homogénéité, on n'a pas besoin du politique pour arbitrer. Donc, je pense que l'essence même de la politique, c'est l'existence de la pluralité dans la société. Et c'est pour ça que je répète que, à mon avis, il fallait passer de la politique au politique pour pouvoir régler ce genre de questions. Et c'est dans cette phase de transition, même d'organisation, mais moi, je ne suis pas convaincu vraiment si la population est prête pour des représentations, mais je vois plus si pour y aller vers des conventions régionales et après d'y aller vers une convention nationale pour pouvoir vraiment doter la révolution d'une structure et d'un texte pour pouvoir vraiment y aller en un bloc et affronter le système en place pour se voir comme une alternative. Parce qu'il y a aussi l'importance de l'organisation, il y a un aspect qu'on oublie généralement. C'est la question de l'image du mouvement révolutionnaire qui va se présenter comme alternative au système actuel vis-à-vis de l'opinion internationale. Parce que le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Même pour la répression, il fait de la sélection. Parce que c'est ça la nature des régimes, ce qu'on appelle des régimes de la zone grise, c'est-à-dire le système autoritaire, c'est un petit peu ni dictatorial, ni démocratique. C'est au milieu. Il navigue au milieu. Donc la répression est un peu sélective et plus il recourt à la criminalisation de l'action politique. Et on a vu combien de militants, combien de hiérarchistes, qui sont attaqués en justice. Donc, la justice au service, justement, du pouvoir, au service du système, pour pouvoir, justement, laminer le mouvement graduellement. Donc, je pense que la responsabilité incombe à une certaine élite révolutionnaire du mouvement pour pouvoir, justement, réfléchir et aller trouver justement une stratégie commune. S'il n'y a pas de stratégie commune, moi, j'imagine mal comment affronter un pouvoir, même s'il est illégitime, mais le fait qu'il est organisé, il a toutes les institutions de l'État entre ses mains, ce n'est pas facile de l'affronter si on est désorganisé, on n'est pas doté d'une structure et d'un texte fondateur de la révolution. Monsieur Moula, vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'ai dit ce que j'avais à dire, la représentation. Donc, moi, je pense qu'idéalement, c'est ça. Il y a des processus révolutionnaires dans le monde où qui se sont donnés des directions et ça fait aboutir le processus révolutionnaire. Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y avait des forces déjà importantes qui étaient présentes dans la société, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie de février 2019. On l'a dit tout à l'heure, 10 ans de décennie noire,
la période de terrorisme et 20 ans de bouteflikeisme ont laminé toutes les oppositions démocratiques, toutes les oppositions politiques, le tissu associatif et la société civile de façon entière, ce qui fait que le 22 février, donc à côté d'un certain nombre de partis politiques avec peu de moyens, peu de ressources, qui n'ont pas une implantation, même s'ils ont une bonne volonté, de beaux programmes, de beaux mots d'ordre aussi, il y avait un certain nombre d'organisations politiques qui faisaient partie du clan présidentiel de Bouteflika qu'il avait réussi à domestiquer. Donc c'est ça l'état du Hirak le 22 février. Et avec ça, malheureusement, donc avec toutes les tentatives de division du Hirak, on ne peut pas se donner une direction, même si ça pourrait aider le Hirak à faire aboutir ses revendications. Le plus important, je pense que ce n'est pas là. Le plus important, c'est que les forces qui essaient de s'organiser, les forces existantes, mais de nouvelles forces qui pourraient apparaître, jeunesse formidable, hommes et femmes qui se battent, qui prennent la parole. Le Hirak, c'est aussi l'éruption des femmes sur la scène politique. On a vu, par exemple, la jeune femme qui avait, durant la campagne pour la mascarade du 12 décembre dernier, elle avait fait annuler à elle seule, toute seule, je ne sais pas si c'est à Djelfa ou à Rigla, un meeting d'un des candidats à cette mascarade-là. Il y a d'autres femmes à Tamarrasat, à l'ouest, au nord Houda, au Gadi, une jeune étudiante à Tlemcen qui avait passé 2 mois en prison, Samira Msoussi et d'autres femmes donc, qui prennent la parole un peu partout. C'est aussi ça, cette jeunesse qui montre la voie. Et c'est ça qui va nous permettre de construire de nouvelles forces politiques, une alternative donc, à ce système mafieux. Et peut-être que si le Hirak dure longtemps, on va parvenir à une représentation. Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas, je ne le crois pas. Ce que je souhaite, c'est que les forces politiques, les forces démocratiques qui essaient de s'organiser au sein du PAD s'élargissent. S'élargissent à d'autres forces au niveau du Hirak, à la jeunesse, par exemple, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui sont hirakistes, aux associations des petits syndicats, des étudiants, des travailleurs, etc. Prendre en charge la question sociale, elle est très importante. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va faire évoluer, on va aider le Hirak à avancer vers la réalisation de ses objectifs, de la construction d'un état de droit, d'une société libre et démocratique. Merci. Donc, pour finir, on va revenir au thème on ne t'entend pas, Kassi. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, maintenant, oui. on t'entend. Donc, brièvement, comment faire aboutir la révolution du 22 février? Pour finir, c'est la dernière question. Alors, pour moi, c'est... Est-ce que vous m'entendez, Kassi, tu m'entends? Je vous entends, je vous entends. OK. Alors, pour la question de faire aboutir, moi, personnellement, donc, si on a résumé de toute façon ce que nous avons dit, c'est clair et net, il y a 2 défis du mouvement. C'est la question d'organisation et la question de doter la révolution d'une charte ou d'un texte fondateur qui va justement déterminer les valeurs communes du peuple algérien et qui va arbitrer demain la gestion de la cité pour éviter le conflit violent. Donc, il faut qu'on sache que justement ce texte-là qui va permettre au moins d'y aller vers, on peut dire, une situation qui va nous éviter de régler les conflits sociaux par la violence. C'est ça l'objectif principal. Pour la question d'organisation,
C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Moi, personnellement, je vois plus la solution qui est un peu plausible. Le peuple algérien, je pense qu'il a peur de la récupération de sa révolution et c'est pour ça qu'il est un peu réticent pour la question de la représentation. Mais y aller vers plus d'organisation, y aller vers des conventions, vers des regroupements, vers des débats, vers ça, c'est possible. Mais pour vraiment représenter une telle révolution, moi, personnellement, j'en doute de sa faisabilité ou de sa possibilité, même si dans l'idéal, peut-être oui, mais sur un plan de faisabilité, je n'en crois pas à cette éventualité. Donc, je pense que les deux défis, c'est la question d'organisation et la question de doter la révolution d'un texte qui va donner, on peut dire, une âme à cette révolution pour bien la définir et bien la cerner pour comprendre quel système alternatif au système actuel. Parce que si on parle au peuple, on leur dit qu'on veut le départ du système, donc c'est ce qui est traduit de toute façon par rapport à ce qui est exprimé depuis le 20 février, le peuple algérien, il demande une demande de rupture systémique, donc un autre système, mais de l'autre côté, c'est comme si pour l'instant, on n'a pas proposé le système alternatif, même s'il y a possibilité de traduire un certain nombre de slogans, un certain nombre de revendications populaires pour justement, à mon avis, l'inscrire dans un texte fondateur, révolutionnaire, qui va permettre justement de donner une voix et une voix, c'est-à-dire une voix dans le sens d'un chemin, une voix dans le sens de la parole, qu'on va rendre, on peut dire, vivant cette question de révolution. Parce que j'ai l'impression comme si cette dynamique-là, on ne l'a pas pu la traduire dans un texte pour bien la sécuriser, parce qu'il s'agit de la sécurisation de cette révolution et même demain de sécuriser la démocratie pour éviter justement de tomber dans un fascisme ou dans un système plus autoritaire que celui que nous avons aujourd'hui. Monsieur Moula, comment vous voyez les choses? Moi, je pense que le Hirak, le peuple, à travers le Hirak, le peuple algérien, traverse une période qui est difficile. Il en a traversé d'autres. Il a réussi à les passer avec succès. Il doit faire la même chose dans la période actuelle. La période actuelle, il y a des défis. Le premier défi, c'est la répression, elle s'accentue. Les libertés, elles sont mises à rude épreuve. Donc, pour un post Facebook, vous risquez d'être emprisonné. Deuxième défi, c'est qu'il y a la crise sur le Covid, la crise du Covid-19. C'est malheureusement, il y a encore des interrogations. L'humanité s'interroge. Est-ce qu'elle est dangereuse? Elle n'est pas autant qu'on nous le dit. Donc, on nage dans un certain nombre d'interrogations dans le flou. Ça, c'est le deuxième défi. Ça veut dire que si les manifestations populaires doivent reprendre, et elles doivent reprendre, il faut qu'on le fasse aussi dans le respect, sans mettre en danger la vie et la santé des manifestations et de la population. Troisième défi, c'est le fait qu'on constate qu'il y a malheureusement des divisions. Au départ, depuis le 22 février, les divisions, les tentatives de division, c'est le pouvoir qui essaie de les créer. Or, malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir n'a pas besoin de ressusciter. Elles existent déjà. Elles existent parce que, on l'a dit dans le débat, parce qu'on invoque les démons du passé, l'histoire, et on veut, certains veulent régler ça tout de suite, alors que l'objectif principal, c'est de se débarrasser du régime. D'autres nous disent non, il ne faut pas discuter d'idéologie, il faut s'en tenir à des mots d'ordre qui peuvent être creux, sans profondeur. Donc, moi, je pense que c'est cette la division au sein du Hirak qu'il faudra relever. Revenir à la force du Hirak, à son unité. S'il a réussi à avancer, s'il a réussi à susciter l'admiration du monde entier, c'est parce qu'il a été un mouvement civilisé, un mouvement pacifique qui a montré de la résistance. C'est comme ça qu'il a ébahi
le monde entier. Il faut sauvegarder cela et il faut avancer. On a dit un certain nombre de choses dans ce débat-là pour avancer. Les moyens de pression, s'entendre, clarifier un certain nombre de mots d'ordre. C'est ça qui, justement, qui va renforcer l'unité du peuple algérien. Puiser dans notre répertoire de mots, dans notre répertoire d'expériences d'organisation des douars, des villages de la société. La société algérienne a été une société pendant longtemps, une société plus tolérante que ce qu'on constate aujourd'hui. Donc, renouons avec nos propres traditions pour essayer de dégager donc, les fondements de la société libre où tout le monde devrait se sentir à l'aise, confortable, vivant sa vie comme il l'entend, en respect évidemment des libertés des autres. Moi, je fais confiance, mais je fais confiance à la capacité de notre peuple, à condition justement de sauvegarder les forces du Hirak qui se résument diversité, unité dans la diversité, unité dans la pluralité et un travail de réflexion tous ensemble pour avancer en matière de valeurs. Je pense qu'on va y arriver, peut-être pas dans les prochaines semaines, peut-être pas dans les prochains mois, mais si on continue comme ça, moi je suis confiant, on viendra à bout de ce régime-là, on pourra construire une société plurielle, une société libre et démocratique, ou une société de liberté aussi. Monsieur Moula, merci de nous avoir donné de votre temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Kardawel Tegara, un dernier mot. يمكن فن تنون تازوري يعطيكم الصحة pour l'invitation. Merde عرضم, c'est une première. C'est très intéressant, donc j'encourage la plateforme Tazouri pour continuer à mener de tels débats sur des débats qui concernent la société algérienne. Merci à Kamel aussi pour la discussion. Monsieur Kamel, merci d'être toujours là à nos côtés, de nous encourager. Un dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est justement pour vous encourager de continuer à programmer des débats parce que je pense que justement, on doit passer, à mon avis, cette révolution phase 2, il doit être celle de la qualité. Et la qualité, je pense que c'est d'élever le niveau de débat, des échanges, tels que nous avons essayé de faire aujourd'hui, même si on pourrait diverger d'une certaine manière, mais toujours il y a possibilité de trouver un terrain d'entente. Moi, personnellement, par exemple, j'ai à travers un poste qui a été rédigé par M. Moulin, on le connaît, on a débattu ensemble. J'ai essayé un petit peu aussi de proposer ma réflexion, de lui répondre un petit peu. Bon, qu'il a fait aujourd'hui sujet de débat, donc ça prouve qu'il y a possibilité toujours de trouver des terrains d'entente. Parce que je pense qu'à mon avis, on doit débloquer quelque chose un petit peu plus de psychologique, qu'on va sortir de notre ego, qu'on va dire que… Parce qu'il y a des moments où les malentendus peuvent être quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des concepts qu'on a besoin de clarifier, qu'on pourrait avoir presque une même vision, pas une même vision dans le sens où la même exacte, mais dans le sens où il peut y avoir des malentendus et justement, on doit clarifier ces malentendus-là, d'où justement la nécessité, ça se doit d'expliquer pas mal de slogans qui sont scandés par le peuple et on doit clarifier certaines questions, donc pour pouvoir justement avancer et même de rendre la confiance entre nous. Parce que si on ne discute pas, on ne clarifie pas nos positions, eh ben on va s'installer dans la méfiance. Et cette méfiance-là, c'est là où le pouvoir va entrer entre nous pour arbitrer. Et c'est pour ça que justement, à mon avis, la véritable problématique, à mon avis, je la situe justement par rapport à là. C'est-à-dire, si on arrive à se dire qu'on passe de la politique au politique pour pouvoir s'entendre sur l'essentiel, pour pouvoir trouver un terrain d'entente pour régler les questions de divergence, de la diversité par des moyens pacifiques, je pense qu'on va faire un saut qualitatif et va permettre à la révolution justement d'avancer. Et toutes les révolutions à travers le monde, ils ont pris du temps, mais nous, même si ça prend du temps, eh ben c'est ça justement le processus révolutionnaire. Voilà. Merci, monsieur. Et à la prochaine.
Donc, nous excusons une autre fois pour les coupures d'Internet, Y a pas de c'est pas de souci. notre volonté. Merci à nos invités d'avoir répondu favorablement. À la semaine prochaine. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis. Bonne nuit à tous. Merci, merci, au revoir. Artufat.